bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Oui, il est avec nous, Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci également de faire cette rentrée avec nous. Les Jeux des Îles, c'est terminé, est-ce qu'il va falloir maintenant s'occuper des prochains Jeux des Îles ? Ben écoutez, je pense que nous avons vécu des Jeux des Îles très intéressantes. Ah oui. Bon, évidemment, ce n'était pas dans la configuration rêvée et souhaitée par la population, c'est-à-dire avec les symboles nationaux, que ce soit hymne national ou la Marseillaise ou les drapeaux. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, un nouveau cycle commence. Et à partir de là, il est fondamental que les politiques de tous bords se mobilisent auprès du gouvernement pour garantir que la question de révision du statut et de règlement intérieur soit à l'ordre du jour dans la prochaine commission des Jeux des Îles. Je rappelle que cette commission se réunit que une seule fois par an. Et il faut absolument faire évoluer ces choses-là bien avant. Sous ma mandature, c'est les pays qui participent qui déterminent. Mais ils se réunissent qu'une seule fois par an. Et les sujets qui sont abordés dans cette commission, ce sont des sujets qui ont été établis bien avant pour qu'il n'y ait pas de surprise sur place. C'est pour ça que la question ne peut pas venir à l'improviste dans les divers, mais elle doit bien figurer dans l'ordre du jour et être débattue et être Où vont s'organiser ces Jeux des Îles la prochaine fois ? Donc, il a été convenu que les prochains Jeux seront aux Maldives en 2023. Et c'est à l'issue des Jeux de Maldives en 2023 que se prendra la décision de déterminer les Jeux suivants, c'est-à-dire 2027. Et comme vous le savez, Mayotte. Voilà, comme vous le savez, Mayotte se prépare, en tout cas, à annoncer qu'il souhaitait organiser les Jeux de 2027. Bien évidemment, nous savions que les Comores voulaient organiser les Jeux de 2023, ne les ayant pas eus. Il est fort probable qu'ils se positionneront également pour 2027 et Madagascar également. Mais bon, Madagascar les a organisés en 2007. Donc on voit bien déjà que la priorité, je pense, serait plutôt pour les territoires qui ne les ont pas encore organisés et qui ont les infrastructures qui pourront réellement accueillir ces Jeux. Aujourd'hui, je dirais que les Comores ont réellement un avantage physique, puisqu'ils ont quand même un complexe sportif. Je pense notamment à un terrain de football international qui a été construit aux Comores dernièrement, mais ils n'ont pas encore l'ensemble des infrastructures nécessaires. Concernant Mayotte, je sais que plusieurs communes, voire le conseil départemental, envisagent de construire ici ou là des infrastructures. Moi, je pense très sincèrement que la méthode n'est pas bonne. Je crois que si nous voulons réellement construire des infrastructures pour accueillir les Jeux des Îles, il va falloir radicalement se mettre en position de combat. C'est-à-dire que si vraiment nous voulons organiser les Jeux des Îles, il faut tenir compte de la réalité. D'abord, les Jeux des Îles, c'est plus de 1000 sportifs qui débarqueront sur le territoire. Oui. Donc, pour ça, il va falloir avoir la capacité de loger. Aujourd'hui, si vous comptez la totalité des lits, même pas des hôtels, des lits qui sont en capacité d'accueillir, nous n'avons même pas ces 1000 places sur l'île de Mayotte. Donc, il va falloir qu'on ait un site d'accueil. Moi, je propose que nous engagions un grand plan d'accession sociale type Cassim et construire donc un village qui pourrait être un village sportif, mais après d'être ce village sportif, il pourrait parfaitement être des logements qui pourraient revenir aux personnes bénéficiaires ayant des bas revenus. Donc un plan social. C'est-à-dire qu'on créerait une espèce de village avec des Cassim. Petit village olympique, quoi. Et après, effectivement, ça devient du HLM en quelque sorte. Hein. Exactement. Ouais. À défaut de cette orientation-là, on pourrait s'assurer qu'au niveau du centre universitaire, on construise enfin une cité universitaire avec des dortoirs qui permettraient d'accueillir pendant les Jeux des Îles ces personnes. Vous savez, par exemple, à La Réunion, au début, lorsqu'il y avait les Jeux des Îles, les sportifs étaient accueillis dans les lycées où il y a des internats. À Mayotte, on n'a pas cela. Donc, il faut d'abord réfléchir sur la capacité d'accueil. Si nous voulons organiser ces Jeux, il faut oublier tout de suite
se dire qu'on va mettre un terrain de foot à Pamandzi, un terrain de foot à l'Abattoir, un terrain de foot à Mamoudzou, un terrain de foot à Sada, etc. C'est pas possible. On n'aura pas la capacité, et on le voit déjà aujourd'hui, de faire circuler sur l'ensemble du territoire 1 millier de personnes allant du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, etc. On peut pas. Vous voyez bien qu'à Mamoudzou, les bouchons sont continus. Imaginez les bouchons dans 8 ans. C'est pas possible. C'est pour ça que je privilégierais plutôt de construire un site où il y aurait tous les catégories sportives pourraient se faire sur ce site-là. Une espèce de village olympique qui se transformerait après en village d'habitation. Non. Il y a le village d'habitation d'un côté et qui serait le village olympique. Et en parallèle, on doit faire un grand complexe sportif dans lequel on retrouvera tout. Un terrain de football, un dojo, des piscines, des terrains de tennis, etc., etc. Tous les sports pourraient se pratiquer sur un lieu avec un seul parking. C'est un petit peu ce qu'avaient fait les Seychelles en 2011 lorsqu'ils ont organisé leur jeu des îles. Je rappelle que le Conseil général avait acquis dès 2012, sous ma présidence, un terrain pour organiser ces Jeux des îles. Ce terrain se trouve entre Bandrélé et Niambadao. C'est un terrain de 7 hectares qui a la capacité d'accueillir, où on pourrait construire la totalité de ces structures. Je pense que le budget qui devrait être consacré pour cela devrait tourner entre 50 et 70 millions d'euros. Je rappelle que le contrat de convergence... Daniel Zaidani. Ben écoutez... Faire des piscines, des terrains de foot, des logements, ça paraît peu. Non, j'ai dit juste pour le complexe sportif. Même. Donc on doit être autour de 70 millions d'euros. Voilà. Bon, maintenant, il y a des études qui devront se faire pour cela. Évidemment, il n'y a pas de souci. Mais si on s'éparpille en disant qu'on veut faire à droite, à gauche, on n'y arrivera pas. Par contre, il faut qu'on ait la culture de l'accueil. Aujourd'hui, à Mayotte, nous n'organisons rien. Donc, il faut aussi qu'en parallèle, durant cette période, nous disions, il faut qu'on organise, par exemple, les CCCOI, vous savez, les coupes des clubs champions de l'océan Indien, en volley, en basket, en handball, qu'on les organise aussi à Mayotte. Là, au moins, on aura la culture d'accueillir une centaine de personnes. Donc, commençons d'abord par apprendre à accueillir une centaine de personnes pour que demain, nous ayons la capacité d'accueillir. Et en parallèle, il faut que nous accompagnons les clubs sportifs. Parce qu'il faut que détecter, c'est pas Sultouane, notre champion, qui a gagné une médaille d'or en javelot, qui pourra, dans 8 ans, participer à ces Jeux des îles. Soyons bien clairs. Il nous faut des jeunes pousses, des gens qui doivent être détectés dès 12 ans, dès 13 ans. C'est-à-dire, c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils doivent être détectés, doivent être accompagnés dans leur épanouissement sportif. Et il y a beaucoup de catégories sportives dans lesquelles qu'on ne connaît pas. La natation, par exemple, nous n'avions aucun compétiteur. Donc, il faut également qu'on développe les sports à Mayotte. Donc, vous voyez qu'en réalité, organiser les Jeux des îles, c'est véritablement un programme politique qui doit être pris à bras le corps par le conseil départemental avec un vrai plan d'avenir. Par exemple, on ne pourra pas accepter dans 8 ans ou dans 10 ans qu'on organise des Jeux des îles alors que l'île est sale. Donc ça veut dire que tous les services publics doivent augmenter en puissance. Et si on veut organiser les Jeux des îles, il est évident qu'on ait une capacité d'accueil, c'est-à-dire qu'on ait des gens souriants, qui savent accompagner, qui savent parler anglais, qui savent parler... on aura le temps de faire tout ça mais d'ici là. c'est pour cela que je dis que organiser... On aura au moins les moyens, parce que le gouvernement nous dit on a 1,6 milliard à dépenser. C'est la raison pour laquelle, je répète, que vouloir organiser les Jeux des îles, ça demande une organisation et un plan politique tout azimut. Par exemple, on ne peut pas imaginer qu'on va organiser les Jeux des îles avec des routes qui sont avec des nids de poules partout. Ce n'est pas envisageable. On ne peut pas organiser les Jeux des îles avec des rotations de barges défaillantes. On ne peut pas organiser les Jeux des îles avec, par exemple, des avions qui n'arrivent pas forcément à l'heure ou qui tombent en panne tout le temps. Donc, il y a une nécessité de faire la révolution et pour cela, il faut absolument que le conseil départemental soit locomotive sur cette question et que le conseil départemental fasse un plan véritable politique, que tous les moyens du conseil départemental soient mobilisés dans cette orientation-là et qu'il accompagne l'UNSS en sport, qu'il accompagne les clubs mahorais et qu'il développe tous les catégories sportives qui n'existent pas encore sur le territoire. Alors, une réaction d'un téléspectateur, on va accélérer Daniel Zaidani parce que je voudrais vraiment qu'on aborde d'autres sujets. Permettez-moi de vous rappeler que ce sont les mouvements sportifs qui votent pour les JIOI et acceptent les changements de la charte ou du règlement, pas les États. C'est faux. Mayotte est représenté
certes là-dessus, mais il est également représenté par le ministère de la jeunesse et des sports. Après, il délègue éventuellement telle ou telle personne. Parce que je rappelle que les Jeux des îles, c'est quand même des États qui organisent des jeux. On enchaîne. Je voudrais qu'on parle des problèmes sociaux, ceux que l'on a connus pas plus tard que la semaine dernière, avec les ronds-points complètement bloqués de Mayotte. Toutes les routes étaient bloquées, Mayotte était bloquée. Ça chauffe également du côté de la Smart. Comment vous voyez les jours à venir, les semaines à venir sur le plan social? Vous savez, je crois que véritablement, il faut être lucide par rapport à l'avenir. Mayotte est un petit territoire où nous avons quand même, je le rappelle, le record national, voire européen même, en termes de chômage. Oui. On ne peut pas se permettre à Mayotte de détruire de l'emploi. C'est aussi pour cette raison que j'étais contre la disparition du SMIAM il y a 5 ans. J'étais la seule structure à avoir refusé que le SMIAM soit dissous. Toutes les communes de l'île étaient favorables et moralité, aujourd'hui, on voit bien que des emplois ont été détruits, que les constructions scolaires ne sont pas à la hauteur. Ça fait 5 ans maintenant que le SMIAM est parti, donc les emplois ont été détruits. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que de l'emploi soit détruit, que ce soit à la Smart, Vinci que ce dit soit... qu'ils vont récupérer reprendre les salariés d'IBS. Ben, Et Idanel dit qu'elle va récupérer les salariés de la Smart. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Non. C'est là, là, vous faites un raccourci rapide qui n'est pas comparable. Lorsqu'on regarde Vinci, si vous lisez les comptes rendus des premières réunions qui ont eu lieu entre Vinci et IBS à la préfecture en début d'année, la garantie de sauver la totalité des emplois n'était pas assurée. Je rappelle que Vinci Construction a déjà ses propres employés et qui sont prêts à se déployer sur le territoire pour pouvoir reprendre cette activité. Bon, donc aujourd'hui, nous, surtout moi, politique, je ne peux pas, même si on est dans un secteur privé, considérer que je ne dois pas avoir mon mot à dire. L'emploi est primordial. Je rappelle encore une fois que nous avons quasiment plus de 40% de chômage sur le territoire de Mayotte, 35. Mais bon, si vous regardez la réalité, on est quand même au-dessus. Donc, maintenant, soyons bien clairs. L'emploi doit être prioritaire, que ce soit à la Smart, que ce soit à IBS. Bon, ce qui est intéressant, le discours ne consiste pas à dire il faut sauver IBS, comme on le faisait, il faut sauver la Smart. Non, il faut sauver l'emploi. Il faut se préoccuper du salarié. Il faut se préoccuper des familles, savoir ce qu'ils vont devenir et de quelle manière ils vont pouvoir être accompagnés. Sans garantie, on ne doit pas aller dans ce sens-là. Lorsque vous regardez les inquiétudes qui naissent à la Smart, c'est pas vis-à-vis de MCG, mais c'est plutôt vis-à-vis de la reprise potentielle avec le grand groupe international qui est MCG. CMA, CGMA. CMA, CGM. CGM, voilà. Donc c'est là qu'il y a des vraies inquiétudes. De la même manière, avec le grand groupe international qui est Vinci, ça crée des inquiétudes. Bon, maintenant, vous savez très bien que dans ce type de structure, ce qui prime, c'est les rentabilités, parce que c'est les chiffres consolidés en fin d'année qui les intéressent. C'est pas forcément la vie d'Abdou et de Fatima et leur devenir. C'est comme ça dans le reste du monde. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent et le traitement serait différent à Mayotte. Donc les politiques doivent se mêler de ces sujets-là et doivent avoir une position claire sur ces sujets-là, tant bien même que nous sommes dans un secteur privé et qui ne concerne pas forcément directement, mais indirectement, toutes ces personnes qui seront mises sur le carreau viendront taper à la porte du conseil départemental et de collectivités. Hier, on a posé la même question au préfet, Jean-François Colombet, qui disait, bien sûr, Mayotte doit se développer, surtout avec le 1,6 milliard, mais on a besoin de ces grands groupes comme Vinci, comme IBS. Il reconnaît qu'on doit sauver, bien sûr, ces 300 salariés, mais est-ce que juridiquement, ce combat n'est pas déjà perdu? Bon. Vous savez très bien que la réalité du foncier, c'est pas un problème qui débarque. Je pense qu'il y a des erreurs partagées de jugement qui ont été faites dès le départ par le groupe IBS. Qui nous ont conduit à cette situation. Vous savez, Dachry, qui était le propriétaire du terrain, le feu Dachry, il n'était pas non plus totalement fou. C'était un élu qui se préoccupait de sa population, et nous savons tous ici, parce que nous avons suivi les actualités il y a une quinzaine d'années, le conflit, le problème du village qui était traversé par les camions, etc. Malheureusement, une solution amicale n'a pas pu
être trouvés. Et cela s'est terminé au tribunal et on connaît le résultat aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, néanmoins, notre préoccupation première est l'emploi. On ne peut pas laisser plus de 250 personnes sur le carreau parce que Mayotte n'a pas la capacité de les accompagner. Il n'y a pas les aides suffisantes pour les insérer de nouveau dans leur activité. Et quand vous avez passé près de 20 ans dans un secteur, il est très difficile à 40 ans et plus de trouver un nouveau job. Disons les choses très clairement. Moi, je suis sous cet angle-là, que ce soit les salariés de la Smart ou que ce soit les salariés d'IBS. Aujourd'hui, et les préfets ne sont pas complètement fous parce que les décisions de justice pouvaient imposer finalement la fermeture d'IBS. Ça fait déjà quand même une bonne dizaine d'années, quoi. Depuis en tout cas, mais le risque du trouble à l'ordre public existe aussi. Voilà, c'est pour cela que je sais que le préfet est quand même conscient des conséquences sociales qui pourraient en découler et il appartient maintenant de mobiliser toutes les forces politiques de l'État, des élus mahorais, des syndicats, pour qu'une solution acceptable soit trouvée dans ce cas précis, quelle que soit la décision de justice telle qu'elle est en train de se prendre actuellement. Vous parliez du préfet à l'instant, Jean-François Colombet. Vous l'avez rencontré? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai écouté ses premières interventions. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit. Ce qui m'intéresse, moi, c'est un changement politique qui doit être opéré à Mayotte. Ouais. Pour le moment, bien au contraire, il l'a répété suffisamment de fois pour expliquer qu'il était dans la continuité de tout ce qui avait été fait. Donc, moi, je n'ai aucun problème personnel contre tel ou tel individu. J'ai un problème contre la ligne directrice qui est prise à Mayotte. Pour ma part, aujourd'hui, la politique qui est menée par le gouvernement n'est pas la bonne à Mayotte. Je l'ai dit, je le répète et je continue. Vous savez, quand la ministre des Outre-mer... Elle arrive là. Quand la ministre des Outre-mer vient nous dire à Mayotte qu'il n'y a pas suffisamment d'ingénierie. Mais à cause de qui? À cause de qui? À cause de l'État, parce qu'on n'a pas formé les cadres. Et pour autant, on ne les forme toujours pas. Le Conseil général fait ce qu'elle peut, mais toutes les collectivités ne peuvent pas le faire. Rappelez-vous quand on a détruit le SMIAM, c'était une structure avec des cadres qui avaient la capacité et l'ingénierie pour construire des bâtiments. Qu'est-ce qu'a fait l'État? Elle a incité les maires à détruire le SMIAM et 2 ans plus tard, à crier à tue-tête qu'il n'y a pas d'ingénierie dans les communes. C'est pas ce qui est en train de se passer également avec le SIAM? La dernière collectivité, le dernier syndicat, le dernier bastion mahorais. Mais c'est justement, là aussi, c'est pour ça qu'il faut être lucide. Ouais. Nos parents politiques, lorsqu'ils ont créé le SMIAM, c'est parce qu'ils avaient conscience qu'il y avait un problème d'ingénierie. Ils savaient que toutes les communes n'avaient pas les mêmes capacités les unes des autres. Ouais. Évidemment, la commune de Mamoudzou, elle a l'ingénierie pour pouvoir faire les choses. Vous voyez, le préfet va à l'abattoir et met en avant l'ingénierie qui est à l'abattoir. Mais toutes les communes ne sont pas sur le même pied d'égalité. Par contre, lorsqu'il y avait le SMIAM, qui avait ses ingénieurs, toutes les communes étaient sur le même pied d'égalité. Donc, que l'État change d'abord la politique. Et moi, le préfet, je rappelle qu'il est, son titre, c'est représentant du gouvernement. Donc, à partir de là, je crois que les choses sont clairement énoncées dans son titre. Donc, que la politique du gouvernement change. Si on veut faire un signe positif aux Mahorais, au lieu de dire qu'il n'y a pas d'ingénierie, qu'on redonne les moyens au SMIAM de construire les établissements scolaires. Parce que je rappelle, encore une fois, qu'en 5 ans, ça fait 5 ans maintenant que le SMIAM a été détruit. Est-ce qu'ils ont fait mieux? Est-ce qu'ils ont fait mieux que lorsqu'il y avait le SMIAM? Non. On nous avait promis un GIP, un groupement d'intérêt public qui n'a pas vu le jour. Il y a effectivement quelques communes qui s'en sortent bien. Mais lorsque vous regardez les choses véritablement, on se rend compte que les moyens financiers ont été donnés aux communes affiliées au gouvernement. C'est la réalité politique de Mayotte sauf que maintenant, je combats. Il y a les intercos et ils sont là aussi pour ça. Mais pour le moment, c'est pas totalement délégué à l'interco. Et encore une fois, pourquoi vouloir 5 ingénieurs dans 5 intercos lorsqu'on peut en avoir qu'un seul dans un syndicat mixte territorial? C'était la force du SMIAM. C'est pour ça que je dis, moi, ça me fait rigoler doucement lorsque j'entends les mêmes personnes dire il n'y a pas d'ingénierie à Mayotte. Je dis c'est des prétextes pour ne pas consommer. Et le 1,6 milliard, quand vous avez le préfet qui s'agite en disant vous avez 1,6 milliard, nanani, nana à dépenser, mais bon, soyons lucides. Quelques jours avant, vous expliquez qu'il n'y a pas d'ingénierie.
Ah, soyons lucides. Mettons-nous en position de combat. La position de combat, c'est de revenir à la structure du SMIAM qui aura l'ingénierie pour pouvoir construire les établissements scolaires nécessaires à Mayotte. Je voudrais terminer avec cet accord franco-comorien qui a été signé durant cet été. Le fruit de cet accord n'a pas fait autant de bruit que ce qu'on aurait pu imaginer. Est-ce qu'il était si mauvais que ça, cet accord? En fait, sur le papier, Ouais. lorsqu'on explique au territoire de Mayotte, parce que quand il y a un accord, l'intérêt c'est quand même aussi que les bénéficiaires sont de part et d'autre. C'est ça. Bon, donc on comprend bien que l'Union des Comores y gagne véritablement parce que ils ont une manne financière supplémentaire qui viennent s'ajouter à leur budget dans le cadre de projets cofinancés notamment par la France. Et notamment l'AFD. Concernant Mayotte, compte tenu de cette pression migratoire, il est évident que la première des avantages qu'on devrait retirer de cet accord, c'est que véritablement le flux migratoire soit endigué. Cet accord dit qu'il le sera. Bon, maintenant, soyons quand même concrets. Moi, je vous dis très sincèrement, je ne crois en aucun cas, et je le dis clairement, je ne crois en aucun cas que les Kwassa-Kwassa vont cesser de partir de l'île d'Anjouan vers l'île de Mayotte. Et je ne crois en aucun cas que l'État français arrêtera d'accompagner financièrement cet accord. Je ne le crois pas, parce que on nous fait miroiter que si les Kwassa-Kwassa continuent à débarquer sur nos plages, Ils ferment le robinet. voilà. Alors moi, je vous dis, je n'y crois pas. Je le dis clairement, je n'y crois Mais pas. le sénateur, Et hier, à votre aucune place, garantie. disait qu'il y a bien une clause qui l'engage, qui oblige aujourd'hui les Comores à respecter Mais cet qui- accord. mais- S'ils ne respectent Mais pas, on fait attends, table rase. alors, soyons bien clairs. Moi, j'ai pas envie d'avoir, comme faisait le préfet de Mayotte, avec la totalité des médias télévisés, aller au Badamier avec un bulldozer, écraser 3-4 Kwassa-Kwassa, et après dire à la population, vous voyez, je fais mon job, j'écrase les Kwassa-Kwassa, donc il n'y a plus de Kwassa-Kwassa qui vient à Mayotte. Donc, si c'est pour qu'ils nous fassent le même cinéma, le président des Comores va écraser avec un bulldozer 3-4 Kwassa-Kwassa et nous dire, vous voyez la France, j'écrase des Kwassa-Kwassa, donc il n'y a plus de bateau qui part vers Mayotte. Non, nous à Mayotte, ce qui nous intéresse, c'est pas les effets Non, d'annonce mais avec les... si vous n'y c'est croyez les pas, ça veut dire résultats. quoi? Non, c'est les résultats. C'est les résultats. Mais si Ça, vous n'y c'est- croyez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Non. que l'histoire de l'immigration, c'est un moyen déguisé pour l'État de donner de l'argent aux Comoriens? Ce que je veux dire, c'est que l'État français, avec plus de 20 ans d'immigration intensive, qui a totalement chamboulé la structure sociale de Mayotte, on ne peut pas se contenter que de mots ou d'effets d'annonce. On doit être conscient que si on veut arrêter l'immigration, le gouvernement français doit d'abord mettre des moyens, parce que, arrêtons, lorsqu'on voit qu'un Kwassa-Kwassa part du Sri Lanka, la Réunion est au courant au moment où le Kwassa-Kwassa part et le suit par satellite, et à Mayotte, on nous explique qu'à 70 km, on n'arrive pas à voir un Kwassa-Kwassa partir. Non, qu'on arrête de prendre les Mahorais pour des imbéciles, parce qu'on est suffisamment lucide. Si on veut lutter contre l'immigration, on a les moyens de voir les Kwassa-Kwassa partir, et qu'on arrête de dire à la population, parce que j'ai écrasé 3 Kwassa-Kwassa, il n'y a plus de Kwassa-Kwassa qui rentrent à Mayotte. C'est faux. Merci beaucoup, Daniel Zaidani, pour ces propos et d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur les ondes. Ben écoutez, ce sera toujours avec un plaisir que je partagerai mes idées, parce que c'est ainsi qu'on fait avancer le débat public. Vous auriez dû faire de la politique. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.